Avec 80 navires de guerre, la France possède l'une des plus puissantes marines au monde. Ces navires sont engagés sur tous les théâtres d'opérations militaires. La mer, c'est forcément le centre du monde. Et donc, qui veut dominer la terre doit dominer la mer. À la fois plateforme de tir et navire, ces bâtiments de combat sont un concentré extraordinaire de technologie. Le navire de guerre, c'est un des systèmes les plus complexes que l'être humain est capable de concevoir et d'opérer. Des galères du XVIIe siècle aux cuirassés de la Seconde Guerre mondiale, nous traverserons 4 siècles d'histoire à la découverte des technologies dont les navires de guerre d'aujourd'hui sont les héritiers. C'est le résultat d'une longue recherche pour obtenir un navire qui soit capable d'aller aussi bien à la mer que possible, tout en remplissant ses fonctions militaires, c'est-à-dire être une plateforme d'artillerie. Nous vous expliquerons pourquoi le canon a profondément bouleversé l'architecture des navires et transformé l'art de la guerre. Un canon de 380 mm, c'est un canon qui est capable de tirer un projectile qui fait 1 tonne en l'envoyant à 900 km/h toutes les minutes 30 ou toutes les 2 minutes. Vous découvrirez la technique de combat des premiers navires de guerre, les galères. Ce qui donne la force à la galère, c'est le choc. Et comment l'on construisait de véritables murailles en bois pour se protéger des boulets de canon. Vous comprendrez pourquoi les navires de guerre ont tardé à intégrer la machine à vapeur au XIXe siècle. On pense tout de suite vapeur, ça y est, tout est réglé. Non, non, rien n'est réglé. La mise au point est très longue, c'est compliqué. Et pour quelles raisons la torpille et l'avion ont mis fin à un siècle de domination des monstres d'acier. Bienvenue dans 400 ans d'histoire et de technologie. Bienvenue dans Navires de guerre. Au large de l'Afrique, dans l'océan Indien, croisent des navires de guerre à la silhouette futuriste. Parmi eux, l'unité la plus précieuse de la marine française, un géant, le porte-avions Charles de Gaulle. Le navire met en action ses Rafales, des avions de combat dernière génération. C'est un navire de 40 000 tonnes qui embarque une trentaine d'aéronefs entre le Rafale, le Hawkeye qui est l'avion de guet aérien, et puis des hélicoptères pour assurer la logistique, le transport et la sauvegarde des avions lorsqu'ils sont dans les phases décollage à pontage. Un porte-avions, c'est un vecteur d'avions qui doivent remplir des missions de reconnaissance, d'interdiction d'espace aérien, de chasse en fait, de bombardement, de lutte anti-navire, enfin tout ce qu'un avion est capable de faire. Il est le plus grand navire de la marine française avec 261 mètres de long et 64 mètres de large. Le Charles de Gaulle est le seul bâtiment de surface à bénéficier d'une propulsion nucléaire qui lui offre une autonomie de 7 ans. Son pont d'envol de 12 000 m², soit 2 terrains de football, accueille une trentaine de Rafales et un avion Hawkeye. Et ces 2 catapultes à vapeur lui permettent de projeter son aviation en 15 minutes seulement. Je ne crois pas qu'il y ait d'objet plus sophistiqué qu'un navire de guerre. C'est le plus grand objet manufacturé, construit, fabriqué par l'homme qui existe au monde. C'est un outil qui est très cher à concevoir, à construire, et ça concentre et ça nécessite énormément de savoir-faire tout autour. Donc c'est l'outil le plus abouti sur le plan technique et technologique. On pourrait comparer ça aujourd'hui à la conquête spatiale. Grâce au porte-avions, la France déploie sa puissance militaire et défend ses intérêts stratégiques partout dans le monde. Aucune cible n'est hors de portée. Le bâtiment de combat, c'est un morceau de la France qui est capable de se déplacer dans le monde entier. Et il est capable d'aller sur tous les océans de la planète, donc de rallier tous les continents et d'atteindre 80% de la population. Quand vous avez un porte-avions, vous le positionnez
à proximité des côtes. Et avec vos avions, vous pouvez aller très loin. Donc ça vous offre une capacité à frapper à l'intérieur des terres qui est de plus en plus importante. Ce joyau de la marine française est accompagné en permanence de son escorte. Un minimum de 6 bâtiments qui composent avec lui le groupe aéronaval. On n'a jamais un porte-avions seul en mer, il est entouré de toute une armada qui va justement lui permettre d'échapper aux sous-marins si d'aventure il y en avait, aux menaces aériennes si d'aventure il y en avait. Pour protéger le porte-avions, une frégate de défense anti-aérienne. 2 frégates multimissions spécialisées dans la lutte anti-sous-marine. Un pétrolier ravitailleur et un sous-marin nucléaire d'attaque qui va être le chasseur et le protecteur du groupe aéronaval. Le danger vient de partout, puisque le combat naval contemporain se fait dans 3 dimensions. Surface, air et sous-marin. Et aucun navire ne peut se défendre contre ces 3 dimensions. Si aujourd'hui les navires se livrent bataille à plus de 1000 km de distance, il y a 4 siècles, ils s'affrontaient dans des corps à corps meurtriers. Un navire était parfaitement conçu pour ce type de combat, la galère. Au XVIIe siècle, la France possède 40 galères réunies au sein d'un corps commandé par un général des galères. Ce corps est constitué de 3 types de bâtiments. La galère ordinaire, le navire de combat par excellence. La galère patronne, qui accueille le commandement. Et la galère réale, destinée au roi, à la reine et au prince de sang. Ce navire, né sur les rives de la Méditerranée 600 ans avant Jésus-Christ, est conçu pour le corps à corps. La galère est une arme de combat. Il s'agit de surprendre, de contourner les bâtiments ennemis, de les encercler s'il s'agit de bâtiments isolés, et d'autre part de les éperonner. Ce qui donne la force à la galère, c'est le choc, puisqu'il faut fracasser perpendiculairement la galère ennemie. Fracasser le navire adverse impose de l'éperonner à pleine vitesse. C'est pourquoi la galère est taillée pour glisser sur les flots. Sa coque effilée, 8 fois plus longue que large, offre des performances hydrodynamiques exceptionnelles. Sa faible hauteur hors de l'eau donne aux rames un effet de levier maximum. Enfin, ce navire léger d'à peine 250 tonnes possède 2 moteurs. La galère a 1 à 2 mâts qui vont comporter des voiles triangulaires essentiellement. Dès qu'il y a un peu de vent, on met les voiles. Mais ce qui caractérise réellement la galère, c'est la rame, c'est le moteur humain. Une galère ordinaire compte 51 rames, 26 d'un côté et 25 de l'autre. Chaque rame mesure 12 mètres de long et pèse jusqu'à 130 kg. Avec 5 galériens par rame, 255 hommes sont nécessaires pour manœuvrer ce navire. On va se mettre debout, on va prendre tout le poids de son corps et on va prendre sa rame dans laquelle il y a des petites structures en bois qu'on appelle des palamantes, qu'on va enfourcher avec ses mains et on va pousser sa rame très loin en avant et retirer la rame vers soi. Et c'est comme ça qu'on fait avancer une galère. Un bon galérien est un homme qui a de grosses cuisses et non pas de gros bras. Car finalement, ce sont les jambes, les cuisses qui constituent l'élément fort pour faire avancer le navire davantage que les bras, qui accompagnent davantage l'aviron. À pleine allure, la galère atteint 6 nœuds, soit 11 km/h. Une vitesse suffisante pour endommager sérieusement le bâtiment adverse à l'impact. Si sa coque effilée lui permet d'aller vite, sa faible hauteur sur l'eau lui interdit de naviguer en dehors de la Méditerranée. Une galère, ça ne s'éloigne pas des côtes, c'est pas un navire marin. L'hiver, elle reste au port.
Dès qu'il y a du vent, elle ne sort pas. Donc une galère, ça sert très peu. Ce qui condamne la galère, ce ne sont pas ses qualités nautiques médiocres, mais sa puissance de feu limitée. Le problème de la galère, c'est qu'il faut à la fois caser les rames et caser l'artillerie. Donc l'artillerie de la galère se retrouve concentrée à sa partie avant. Et donc quand deux flottes de galères s'affrontent, elles s'affrontent face à face à cause des canons. L'idée, c'est d'affaiblir l'adversaire avant d'arriver au corps à corps. C'est assez symbolique puisque une fois qu'on tire avec un canon, il faut le recharger et c'est extrêmement compliqué de recharger le canon d'une galère de toute façon. Dès 1680, les galères ne sont plus engagées en première ligne, faute de canons en nombre suffisant. Le navire se voit condamné après 2 millénaires de règne sur la Méditerranée. Aujourd'hui, la puissance de feu des navires de guerre est impressionnante. À l'image de la frégate multimission qui assure la protection du porte-avions. La FREMS, c'est sans aucune ambiguïté aujourd'hui le meilleur navire de combat de surface dans sa catégorie de frégate. C'est-à-dire qu'elle est capable de traiter l'ensemble des menaces actuelles grâce à ses armes qui sont extrêmement puissantes. Sur les côtés, 2 canons de 12,7 mm assurent la protection rapprochée. À l'arrière, des canons de 20 mm téléopérés permettent des conduites de tir automatiques avec un verrouillage de cible de jour comme de nuit. Plus imposant sur l'avant se trouve un canon de 75 mm d'un rayon d'action de 30 km. Il peut détruire des cibles terrestres, maritimes ou aériennes. Face aux avions, 16 missiles Aster qui peuvent atteindre 3500 km/h. Enfin, la frégate embarque 16 missiles de croisière navale pour frapper des cibles à plus de 1000 km. L'armement des navires est le résultat d'une longue évolution technique. Les premiers canons, appelés aussi bouches à feu, apparaissent au XIVe siècle. Fabriqués à partir de lamelles en fer forgé, assemblées à la main, il n'est pas rare qu'ils explosent au moment du tir. C'est pourquoi on hésite longtemps à embarquer ces pièces à bord des navires. Au XVe siècle, le mode de fabrication du canon se perfectionne. Constitué d'un nouvel alliage de bronze, il devient plus sûr et plus précis. On l'installe en nombre sur les navires à voile dits de haut bord, c'est-à-dire haut sur l'eau. Contrairement aux galères, ils sont dépourvus de rames et peuvent accueillir sur leurs flancs des pièces d'artillerie. S'ouvre alors une nouvelle ère, celle de la marine à voile et de sa puissante artillerie qui, durant 3 siècles, va dominer les océans et bouleverser l'art de la guerre. L'histoire de ces navires de guerre commence à la fin du Moyen Âge. Ça commence à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle avec l'apparition du galion, qui est très archaïque, un navire assez gros, assez rond, assez renflé, avec des châteaux avant et arrière. Leur large pont accueille un grand nombre de pièces d'artillerie. Problème, leur poids élève le centre de gravité du navire et le déstabilise. La solution est trouvée à la fin du XVe siècle avec une idée simple mais révolutionnaire, l'invention du sabord. Le sabord, c'est un rectangle de bois que les charpentiers taillent dans la coque. Le sabord est fermé, on ne le distingue pas du reste de la coque. Et au moment du combat, on remonte cette espèce de volet, finalement. On sort la bouche à feu dans ce cadre et on charge le boulet et on tire. L'apparition du sabord, c'est fondamental, parce que si on avait laissé les canons sur les ponts, on ne pouvait pas tellement augmenter les poids. Pour des raisons de stabilité du navire, si on met des poids en hauteur, évidemment, le navire il va avoir tendance à se coucher, à agiter, voire à couler. Le fait de mettre les canons dans les ponts descend le centre de gravité, et du coup, on peut augmenter les poids. Et on peut donc augmenter les calibres. Le calibre de l'artillerie progresse rapidement. En 1638, la plus grosse pièce est de 12 livres, elle tire un boulet de 6 kg. 7 ans après, apparaît le calibre de 18 livres.
Et en 1682 est fondue la plus puissante des pièces d'artillerie d'un calibre de 36 livres. Ce colosse de 3 mètres de long tire un boulet de 18 kilos à plus de 300 mètres. Le canon sol, c'est 3,5 tonnes. Avec tout son matériel, on approche les 6 à 7 tonnes. Donc c'est énorme et c'est ce qui explique qu'il faut une quinzaine d'hommes pour le service de chaque pièce de 36. Les canons de même calibre sont réunis en batterie. Au pont supérieur, on place les plus légers, au pont inférieur, les plus lourds. Chaque batterie est composée de 2 bordées, une par flanc. À la fin du XVIIe siècle, les bâtiments les plus gros comptent jusqu'à 3 batteries, soit le nombre impressionnant de 100 canons. Ces bateaux étant plus stables que les galères, les canons vont être plus efficaces, ils vont pouvoir tirer plus loin et ils vont pouvoir tirer avec plus de précision. Ils tirent plus loin parce qu'ils sont plus hauts sur l'eau, donc c'est de la balistique, et ils vont avoir plus de précision parce que comme la plateforme est plus stable, ils vont pouvoir être pointés plus précisément. Le combat en mer va changer de forme. On ne va plus s'aborder, on ne va plus tenter de se rapprocher, on va au contraire se maintenir à distance et combattre selon ce qui va être la fameuse ligne de fil, la bataille en ligne qui va se développer à la fin du XVIIe siècle et qui va connaître toute sa période de gloire jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À partir de 1664, l'abordage à l'issue incertaine laisse place à la tactique dite de la bataille en ligne. On a donc une quarantaine ou une cinquantaine de vaisseaux divisés en 3 groupes, avant-garde, corps de bataille, arrière-garde, qui doivent combattre l'adversaire de la même façon. Et les 2 escadres se croisent, on retourne et on recommence dans l'autre sens. D'où des combats d'une dizaine, voire d'une douzaine d'heures. On ne cherche pas à détruire l'autre systématiquement. On cherche à le faire fuir pour montrer qu'on est le plus fort et qu'on occupe les lieux et qu'on est souverain sur cet endroit-là en particulier. Cette guerre d'intimidation oppose les navires les plus puissamment armés, les vaisseaux. À l'avant se trouvent les 3 ponts et plus de 80 canons. Au milieu, les 50 à 68 canons. À l'arrière, les vaisseaux de moins de 50 canons. Dans la bataille en ligne, on essaye d'avoir évidemment des navires qui se suivent et qui ont les mêmes performances nautiques et à peu près la même puissance de feu, de façon à ne pas créer de faiblesse dans cette ligne. Il faut essayer d'imaginer une sorte de grande fortification dans laquelle on mettrait systématiquement des canons de même force. Pour les plus gros vaisseaux, canons et boulets additionnés dépassent les 300 tonnes. Ce poids considérable oblige à repenser entièrement la conception des navires. Mettre beaucoup d'artillerie dans la coque, pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allonger la coque. Sinon, on n'a pas la place de mettre les canons et on n'a pas la place de manœuvrer convenablement chaque canon. Donc on allonge. Mais en allongeant le navire, il faut aussi l'élargir. Parce que si on l'allonge trop, il va être cassant et il aura donc de mauvaises qualités nautiques. Donc il faut aussi augmenter en largeur. Si on fait ça, il faut aussi augmenter la mâture. Donc il faut trouver des bois de plus en plus grands avec des sections de plus en plus vastes. La marine française, comme ses concurrentes étrangères, cherche à construire le meilleur bâtiment de guerre. Aujourd'hui, les navires de guerre bénéficient d'une longue étude préparatoire. Armement, vitesse, maniabilité sont pensés pour répondre aux besoins de la guerre moderne. On a des logiciels extrêmement puissants qui permettent de concevoir le navire en 3 dimensions et très vite d'être capable d'intégrer la totalité des équipements et des systèmes à bord de ce navire. Coque en acier, système de propulsion, réseaux électriques ou informatiques sont intégrés sur les chantiers. Ces navires sont méticuleusement assemblés à l'aide de grues gigantesques de 104 mètres de haut, soit un immeuble de 35 étages, et de portiques d'une capacité de 300 tonnes, capables de lever l'équivalent de 15 camions en même temps.
Au XVIIe siècle, les navires de guerre sont construits à la force des bras. Tout commence par la quille, la colonne vertébrale du bâtiment. Construire un vaisseau de guerre, c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir créé une coque à partir d'une quille sur laquelle on va greffer, comme sur votre sternum, des côtes, c'est-à-dire des couples en bois. Ces couples, appelés membrures, donnent la forme de la coque. Celle-ci est nettement moins effilée que la coque de la galère car les constructeurs recherchent moins la meilleure pénétration dans l'eau qu'à répartir efficacement le poids considérable de l'artillerie. Pour ériger une protection infranchissable, la distance entre chaque membrure est inférieure à la largeur d'un boulet. Cette structure, sur cette charpente, on va venir clouer le bordage à l'extérieur, donc des très longues lames de bois qui vont venir se placer le long de la coque, depuis la quille jusqu'au pont supérieur. À l'intérieur, il y a un renfort également, une peau intérieure, si vous voulez, qu'on appelle le vaigrage. Donc on a encore un renfort de planches de bois à l'intérieur. Membrures, bordage et vaigrage forment une coque pouvant avoir jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. C'est pourquoi on l'appelle la muraille. Cette muraille est percée pour les sabords. Ils sont disposés à égale distance, 2,40 mètres les séparent. Et pour ne pas fragiliser la coque, ils ne sont pas superposés, mais disposés en damier. La position des sabords est une question cruciale, comme le montre le destin tragique du Vasa. Le drame survient lors du voyage inaugural du navire suédois, le 10 août 1628. Le bateau était très mal équilibré, que les sabords étaient trop bas et que l'eau s'est engouffrée très rapidement dans la coque du bateau et l'a fait couler très vite au fond de l'eau. Ce jour-là, les 1000 marins à bord perdent la vie dans le port de Stockholm. Le naufrage du Vasa met en lumière l'importance de la hauteur de batterie. C'est la distance qui existe entre la ligne de flottaison et le bas du sabord de la batterie basse. Donc il faut qu'il y ait une certaine hauteur, sinon le navire va embarquer de l'eau par les sabords et il va finir par couler. Et cette hauteur de batterie donc, ne doit pas être trop basse, mais ne doit pas non plus être trop haute, parce que sinon c'est la stabilité du navire qui est en cause. Il va être instable sur l'eau, il ne va pas être assis correctement, il n'aura pas une bonne assiette. Après 1 an de chantier, la coque est terminée et mise à l'eau. La dernière étape peut commencer, l'armement du navire. Il ne s'agit pas de disposer les pièces d'artillerie, mais d'installer les mâts, les voiles et les cordages. Les mâts culminent à 30 mètres de haut, soit un immeuble de 10 étages. Pour faciliter leur pose, les constructeurs utilisent une sorte de grue appelée machine à mâter. On a ce qu'on appelle une machine à mâter, qui est à peu près 70 mètres de haut, qui était composée de grandes mâtures reliées entre elles par des cordages, qui étaient destinées à soulever des charges très lourdes et à mettre dans le bateau, à la verticale, la partie des bas-mâts. Donc les mâts qui sont en bas, et ensuite on met la partie supérieure des mâts qu'on va encercler de fer et qui fait qu'on va pouvoir ensuite y adjoindre toute la série des voiles. La surface des voiles détermine la vitesse du navire, un élément décisif au cours de l'affrontement en mer. Comme les bateaux sont de plus en plus gros, qui sont de plus en plus lourds puisqu'ils portent de plus en plus d'artillerie, il faut qu'ils aient des voilures de plus en plus performantes, puisque la voile, c'est le moteur. Donc on augmente la surface de voilure pour que le bateau puisse avancer plus vite. Les voiles, on pourrait pratiquement les diviser, on dirait, en 2 groupes. Les grandes voiles rectangulaires ou trapézoïdales sont les voiles qui sont surtout utilisées pour la poussée et pour la vitesse. Et les voiles plus petites, triangulaires ou carrées, sont des voiles davantage utilisées pour les manœuvres, pour la maniabilité du navire. Toute voile dehors, ces navires lourdement armés atteignent 9 nœuds, soit 17 km/h. C'est 30% plus vite que les galères.
Il faut 1 an et demi à la centaine de professionnels pour construire ces seigneurs des mers. Chaque bâtiment est unique car les maîtres constructeurs gardent jalousement leurs secrets de fabrication. Ce qui est assez extraordinaire dans ces marines en bois, c'est que les constructeurs, ils se transmettaient sur 6-7 générations un savoir technique. Les concepteurs de cette marine savent retenir les bonnes formules. C'est comme des recettes de cuisine. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre, on conserve l'équilibre. Puis il y a un savoir-faire, il y a un coup de main, il y a tout cela. Si les recettes de cuisine permettent le plus souvent de produire des navires performants, elles donnent parfois des bâtiments incapables de prendre la mer. Au prix de ces vaisseaux, la marine ne peut se permettre un échec comme le Vasa. Le nombre de gens qu'il faut entre les maîtres constructeurs, les scieurs de planches, les canonniers, les fondeurs, les voiliers, tout ce qui est nécessaire sur un bateau en planche, en chanvre, en canon, en armement, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Un bateau, c'est quand même 1 million de livres à la fin du 18e, qui représente en gros 300 kilos d'or. Ce coût extraordinaire pour l'époque oblige la France à établir des standards de construction qui garantissent le niveau d'excellence des navires. Les arsenaux comme Toulon, Brest, Rochefort ou Lorient jouent un rôle essentiel. Il s'y développe de nouvelles solutions techniques et on y forme les meilleurs constructeurs à l'aide de maquettes extrêmement fidèles. Ces modèles qui sont de très grandes dimensions, en général au 1/10, c'est une sorte presque de simulateur. On est là autour, on est là pour apprendre, on est là pour voir un petit peu l'effet du vent aussi sur les voiles, et il est réellement là pour l'instruction des maîtres constructeurs. Donc c'est vraiment une école en 3D. En 1765, la France crée l'école de génie maritime. Elle forme les futurs ingénieurs qui remplacent les constructeurs d'antan. Ces hommes de science utilisent les nouvelles mathématiques et imposent les plans. C'est la naissance de l'architecture navale moderne. Cette politique porte ses fruits en 1782. La France construit le navire de guerre presque parfait. Au XVIIIe, l'époque a changé. On a définitivement abandonné certains bateaux qui étaient peu efficaces et on a perfectionné un outil qui est le vaisseau de 74 canons. C'est l'outil de guerre par excellence. Son nom, le Téméraire. C'est le premier navire de guerre construit suivant un plan d'architecture navale. Ce plan est l'œuvre de 2 hommes, Jean-Charles de Borda et Jacques-Noël Sané. Borda, c'est l'académicien, le mathématicien, le savant. Et Sané, c'est l'ingénieur de haut niveau, extrêmement compétent, et qui a fait toute sa carrière en suivant la filière de formation de l'époque des ingénieurs constructeurs. Ensemble, ils optimisent le vaisseau de 74 canons conçu 40 ans avant. Ils trouvent le meilleur compromis entre puissance de feu et qualité nautique. C'est enfin le résultat d'une longue recherche pour obtenir un navire qui soit capable d'aller aussi bien à la mer que possible, tout en remplissant ses fonctions militaires, c'est-à-dire être une plateforme d'artillerie. Les dimensions du navire sont impressionnantes. 57 mètres de long, 15 mètres de large. Et son mât le plus haut culmine à 85 mètres. Quand on imagine un bateau amarré à un quai, à hauteur d'homme, avec ses étages de voile, c'est assez impressionnant. Si on déployait la voilure et la coque d'un vaisseau de 74 canons devant l'Arc de Triomphe, celui-ci serait complètement occulté, complètement invisible. Il affiche sur la balance 2950 tonnes. Ce colosse est propulsé par plus de 40 voiles d'une surface totale de 2600 mètres carrés, l'équivalent de 6 terrains de basket. Son puissant moteur lui permet d'atteindre la vitesse inédite de 11 nœuds, soit 20 km/h. Le navire est aussi d'une maniabilité hors du commun, un avantage crucial lors d'un affrontement. C'est les qualités nautiques qui sont recherchées parce que dans les combats,
Le virement de bord est une opération très complexe. Le virement de bord, c'est une demi-heure de manœuvre, en supposant que l'ennemi n'est pas autour en train de vous tirer dessus de tous les côtés. Donc la recherche de la manœuvrabilité, c'est essentiel en termes de guerre. Ce vaisseau vire de bord en 15 minutes seulement. C'est 2 fois moins que ses adversaires. Cette prouesse est rendue possible par l'ajout d'un élément sur la voile d'artimon, situé à l'arrière du navire, la baume. Petit à petit, cette voile va se perfectionner. C'est que le bas de la voile va être frappé d'une pièce de bois qu'on appelle une baume et qui va venir raidir la voile. Et ça, c'est génial parce que ça va permettre donc d'établir la voile très finement, de l'orienter à de quelques degrés supplémentaires ou pas. Rapide et manœuvrant, ce navire est aussi puissamment armé. Ses 74 canons sont disposés en 2 batteries. Dans la batterie basse, 28 pièces de 36 livres, dans la batterie haute, 30 pièces de 18 livres. Sur le pont supérieur, 16 pièces de 8 livres. Dans ses soutes, il embarque 4400 boulets et 22 tonnes de poudre, de quoi tenir 6 mois. Ce navire est une redoutable plateforme d'artillerie. Le vaisseau de Sanet et Borda est la pièce maîtresse de la marine française. Ce bâtiment est construit selon des plans qui vont standardiser le modèle. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de largement développer cette construction selon des modèles préétablis, standards, avec donc un bâtiment qui va être identique. En un siècle, une centaine de bâtiments sortent des chantiers. Cette réussite inspire les marines étrangères qui cherchent à le copier. Au XVIIIe siècle, l'espionnage industriel est extrêmement fort. On va avoir des ingénieurs britanniques qui vont essayer de venir espionner à Toulon, mais aussi à Rochefort. Cet espionnage aussi, on le pratique lorsqu'on capture un bâtiment ennemi. Donc là aussi, il y a toute une circulation de savoir-faire, de techniques. Les vaisseaux 74 canons et leurs déclinaisons, les 80 et 118 canons, montrent leurs muscles en exhibant leur artillerie. Aujourd'hui, l'enjeu est radicalement différent. Les navires de guerre du XXIe siècle se veulent furtifs. L'intérêt de la furtivité, ce n'est pas de rendre le navire invisible, ça c'est impossible, c'est de le rendre peu visible, c'est-à-dire de faire en sorte que son empreinte radar sur l'écran d'un adversaire ressemble à un petit navire ou un autre navire, plutôt qu'à un navire de guerre d'important tonnage et menaçant. Sur les radars ennemis, le bâtiment de combat n'est pas plus gros qu'un bateau de pêche. Cette prouesse est rendue possible par la forme de la coque, capable d'atténuer les ondes radar. L'outil principal pour détecter un navire en mer, c'est le radar. Le radar émet des ondes électromagnétiques et qui vont toucher les parois métalliques de la frégate et cette onde revient vers le radar et le radar adverse donc pourra avoir une indication de direction et de distance. Et donc la frégate a des superstructures qui sont inclinées pour éviter de réfléchir cette onde et également des parois entièrement plates parce que toute cavité représente une espèce de cage d'amplification du signal radar et réémet avec plus de puissance et donc on est détecté de beaucoup plus loin. Donc vraiment, grâce à ces formes, aujourd'hui, une frame qui fait 6000 tonnes est vue comme un bateau de quelques centaines de tonnes à peine, vu d'un radar adverse. La furtivité est un avantage décisif lorsque les navires s'affrontent sans se voir. Elle permet de frapper l'adversaire avant d'être repéré. Mais quand la bataille se déroule dans un face-à-face mortel, l'avantage revient à celui qui détient la plus grande puissance de feu. En ce début de 19e siècle, la distance qui sépare 2 navires ennemis lors d'un affrontement est de moins de 500 mètres. À cette distance, seul compte le nombre de canons. À Trafalgar, vous avez plus de 5000 canons qui se sont affrontés. Pour arriver à ça, il faut attendre la Première Guerre mondiale. On n'a pas eu autant de canons, et des gros canons, c'est-à-dire des 36 livres, etc. Donc, alors que à terre, Napoléon, à la même époque, c'est-à-dire à Austerlitz, il doit avoir 146 canons, et ça ne va pas au-delà du 20 livres. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans des mondes totalement différents. La bataille navale change de visage. Il n'est plus question d'intimider l'adversaire,
mais de l'anéantir. La destruction, la recherche d'anéantissement de l'autre commence à apparaître au milieu du XVIIIe siècle et on a des combats qui montrent bien qu'on cherche à couler le navire ennemi ou voire à tuer les hommes, véritablement. Les Français ont un tir à démater. Ils cherchent surtout à immobiliser l'adversaire en visant les voiles. Elles tombent, elles font tomber les mâts. Par contre, les Anglais ont un tir qui est beaucoup plus dangereux parce qu'ils ont un tir à tuer. Donc, ils visent le ras du bastingage. Le boulet de canon anglais arrache ce que l'on appelle des esquilles, c'est-à-dire à peu près 1 mètre de bois. Et donc, les pauvres matelots français reçoivent ces esquilles en pleine poitrine, dans les yeux, et les pertes françaises sont plus importantes que les pertes anglaises. En 1779, les Anglais mettent au point une nouvelle pièce d'artillerie qu'ils introduisent 1 an plus tard sur leur navire. Son nom, la caronade. La caronade, c'est un canon court que l'on met sur les ponts et qui permet un tir très précis à courte distance. C'est destructeur. Et la caronade peut très bien percer une coque ennemie, mais peut aussi balayer les ponts. La caronade, chargée de mitraille, tire sur les ponts adverses à moins de 300 mètres. Le résultat est dévastateur. Les Français la copient rapidement et installent cette arme meurtrière sur leur navire. Qu'il s'agisse de caronades ou de canons, ces pièces d'artillerie nécessitent de nombreuses manipulations avant de pouvoir tirer. Il faut d'abord nettoyer l'intérieur du fût pour le débarrasser des poudres du précédent tir. Puis, placer la gargousse, la poche contenant la poudre. Ensuite, le boulet coincé entre 2 coussins de vieux cordage est tassé au fond. La pièce d'artillerie est déplacée près du sabord à l'aide d'un système de cordage et de poulies. 15 hommes sont nécessaires pour manipuler cette lourde pièce de 3,5 tonnes. En position, le chef de pièce déverse la poudre et allume la mèche. Je prends souvent l'exemple d'une Formule 1 qui s'arrête à un stand pour changer ses pneus. Et il faut aller le plus rapidement possible. Et le chargement d'un canon, c'est pas très différent. Vous avez une équipe qui est autour d'un canon et qui doit réagir au quart de tour et se coordonner parfaitement. Et cette coordination, elle ne s'apprend que par de l'entraînement. Les Anglais sont capables de tirer une pièce de 36 livres en 8 minutes. Les Français, moins entraînés, mettent 2 à 3 fois plus de temps. Une fois les canons prêts, il faut encore positionner le flanc du navire dans la direction de l'ennemi. Ça, c'est la problématique du commandant, c'est de manœuvrer son bateau, voire sa flotte, pour un amiral, pour être en position favorable pour délivrer le premier feu, voire être capable, le plus rapidement possible, d'en délivrer un second, sachant que les navires avancent. Quand on a une trentaine de canons qui vont tirer quasiment en même temps, c'est d'abord du bruit, c'est beaucoup de fumée qui va sortir. On ne voit plus le canon d'à côté. La fumée envahit tout. Il faut essayer d'imaginer, il y a à peu près 300 hommes qui sont en même temps dans un espace qui est déjà saturé de poudre. On n'imagine pas ce que ça donne, mais ça brûle la gorge. La chaleur, évidemment, la peur. Le bruit du combat et les explosions qui arrivent parce qu'en face, l'ennemi tire aussi. Et quand il atteint bien sa cible en visant les sabords ennemis, mais il fait exploser le bois qui envoie donc des particules, des esquilles de bois qui tourbillonnent dans les batteries qui viennent faucher les hommes. Les blessures disent très bien ce genre de choses. Aux morts s'ajoutent des dizaines de blessés. Alors, pour éviter que l'équipage ne panique à la vue de tant de sang, les ponts de certains navires sont peints en rouge. Les navires anglais sont pourvus en équipage entraîné, habitués à une très forte discipline et, si je puis me permettre, renouvelable. C'est-à-dire qu'ils ont un stock de marins qui est 3 fois supérieur au stock de marins français. La différence, à mon sens, dans cette fin du XVIIIe siècle, elle n'est pas tant technologique qu'humaine. Avec plus de marins, mais aussi plus de navires, l'Angleterre possède la plus puissante marine au monde.
La France, elle, cherche à équilibrer le rapport de force. Pour cela, elle mise sur l'avancée technologique. L'idée, c'est de pouvoir égaler par la percée technologique la quantité, les moyens financiers de la Grande-Bretagne. Et c'est quelque chose que systématiquement la France va jouer, l'innovation technologique, pour compenser l'infériorité financière, économique et industrielle par rapport à la Grande-Bretagne. C'est ainsi que Henri-Joseph Pexan, général de l'armée de terre, polytechnicien et artilleur français, met au point une nouvelle arme, le canon obusier. Plus court et plus lourd, ce canon tire un boulet explosif. Le boulet explosif, d'abord, il part plus vite, donc il va avoir une capacité de transpercer les parois en bois et il va exploser à l'intérieur de la batterie. Il prouve sa redoutable efficacité en 1838 lors du conflit qui oppose la France au Mexique. La France va, avec ses obus, détruire la forteresse de Saint-Jean-du-Holà. Et là, toutes les marines prennent conscience que c'est une menace pour les marines en bois. Si le canon Pexan est rapidement adopté par les marins, il n'en est pas de même d'une autre invention majeure qui va transformer les navires de guerre, la vapeur. Il y a une résistance au changement. Il y a un scepticisme naturel par rapport aux nouvelles percées technologiques. On le voit au moment de l'irruption de la vapeur. Le temps des mentalités, des modes de pensée n'est pas le même que celui du changement technologique. Il y a des ruptures technologiques relativement rapides. Et puis derrière, il faut que les hommes s'adaptent. La machine à vapeur est installée pour la première fois sur un bateau en 1807. D'une puissance de 18 chevaux, elle actionne 2 immenses roues à aubes. C'est l'invention de la propulsion à vapeur qui va être appliquée sur mer par un Américain, Fulton, qui va mettre plus de puissance et il va faire les premiers bateaux à vapeur avec une endurance qui les rend utiles au commerce ou à la guerre. Dès 1838, un paquebot anglais équipé d'une double propulsion, voile et vapeur, réalise le trajet Liverpool-New York en un temps record. 15 jours au lieu des 40 nécessaires pour les autres navires à voile. Malgré cet exploit, les marines de guerre des grandes puissances tardent à adopter la vapeur. On pense tout de suite vapeur, ça y est, tout est réglé. Non, non, rien n'est réglé. Il faut mettre au point. La mise au point est très longue, c'est compliqué. Hein. D'abord, il faut introduire un nouveau type de personnel à bord. Hein. Il faut des mécaniciens, il faut des gens des ateliers, quoi. C'est-à-dire des gens du fer. La machine à vapeur est une mécanique complexe et fragile qui n'est pas sans poser des problèmes de vulnérabilité et de stockage du combustible. Pour les utilisations militaires de la vapeur, le frein majeur, c'est la protection du bâtiment, puisqu'on a une propulsion avec des roues extérieures extrêmement vulnérables à l'artillerie adverse. Mais il y a l'autre défaut. Il faut, dans les cales, il faut d'énormes soutes pour le charbon. Donc, il faut non seulement des volumes de cales qui permettent ça, donc c'est au détriment des canons, il faut aussi des infrastructures extérieures, c'est-à-dire il faut avoir des points de charbonnage dans le monde. C'est une autre invention révolutionnaire qui va permettre de régler les problèmes de vulnérabilité. L'hélice. Située sous la ligne de flottaison, elle est protégée des tirs ennemis. Elle séduit très vite les militaires. Aujourd'hui, l'hélice assure la propulsion de tous les navires de guerre. Elle permet d'atteindre des vitesses exceptionnelles. Problème, les navires génèrent alors un bruit important que les sous-marins ennemis repèrent facilement grâce à leur sonar. Ils ont des antennes qui, au sein des bruits de la mer, essayent de détecter la présence d'objets mécaniques comme des bateaux. Donc les bateaux civils sont détectés très très loin parce que ça n'est pas leur priorité de ne pas être détectés par un sous-marin. En revanche, sur la frégate Frême, la coque a été pensée spécialement pour limiter les bruits d'écoulement de l'eau sur la coque, où les stabilisateurs ont été supprimés, et c'est un autre moyen qui a été utilisé pour stabiliser le bateau, beaucoup plus discret. Les moteurs, évidemment, des moteurs, ça tourne, ça vibre, les pompes, bien tout ça est isolé de la coque pour effectivement réduire le bruit émis par le bateau. Les ingénieurs ont aussi travaillé sur la forme de l'hélice.
Son hydrodynamie rend ce navire encore plus discret. C'est un ingénieur français, Stanislas Dupuy de Laume, qui a conçu le premier navire de guerre au monde avec une propulsion vapeur et hélice, le Napoléon. 5 ans après sa sortie des chantiers, il impose la puissance de ses 500 chevaux lors de la guerre de Crimée qui oppose la marine russe aux marines françaises et anglaises. On va se rendre compte de l'utilité de la vapeur quand le Napoléon va remorquer le navire amiral, le Ville de Paris, qui est un 3-ponts classique, uniquement à propulsion à voile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et il y a les courants contraires. Et là, les Britanniques vont rester scotchés, en fait, à l'entrée des Dardanelles, bloqués, parce qu'ils n'ont pas de bâtiment à propulsion à vapeur suffisamment puissant. C'est la démonstration éclatante de la supériorité de la propulsion à vapeur sur la propulsion uniquement à voile. Cet exploit lève les dernières réticences de la marine française à l'égard de la vapeur. En 1855, une commission se réunit et dit « Maintenant, un bâtiment de guerre qui n'a pas la vapeur n'est pas un bâtiment de guerre. » Voilà. Donc là, on passe un stade. Ça ne veut pas dire qu'on supprime tous les bâtiments à voile, mais ça veut dire que maintenant, on considère la vapeur comme étant essentielle au fonctionnement d'un bâtiment de guerre. En 1855, un nouveau type de bâtiment voit le jour. Poursuivant ses expérimentations, la France construit une plateforme entièrement blindée équipée de canons Pexan de 50 livres. Son nom, la batterie flottante. Ça s'appelle batterie flottante parce qu'ils n'ont pas pu mettre ni le nom frégate, ni corvette, ni tout ce qu'on veut, parce que c'est des bâtiments qui n'ont aucune qualité nautique. C'est une sorte de forteresse sur l'eau. Je dirais c'est une grosse boîte à chaussures blindée qui tire. Et voilà. Donc ça n'a pas de forme. C'est pas un bâtiment. C'est pas un navire. Faut dire les choses comme elles sont. Lors de la guerre de Crimée, 3 batteries flottantes sont remorquées devant le fort de Kinburn. Le 17 octobre 1855, elles réduisent la forteresse en cendres en 4 heures. De leur côté, les batteries flottantes subissent peu de dégâts malgré les 126 obus reçus. Ce succès confirme les intuitions de l'ingénieur Stanislas Dupuy de Laume. Dupuy de Laume, c'est un jeune et brillant ingénieur du génie maritime et il est envoyé à plusieurs reprises en Angleterre pour observer les progrès technologiques britanniques. Il est frappé par les performances de la sidérurgie britannique et dès 1845, il propose le projet d'une frégate entièrement cuirassée. Ce navire d'un nouveau type sort des chantiers le 8 mars 1859. C'est le premier cuirassé au monde. Son nom, la Gloire. C'est un bateau avec une avancée technologique extraordinaire qui fait que pendant une vingtaine d'années, la France a surpassé, ce qui était rarement le cas, a surpassé l'Angleterre au niveau construction navale. La Gloire marque une rupture par rapport au passé parce qu'elle est une synthèse des 3 filières de l'innovation que sont l'artillerie, avec les obus explosifs, 2, la propulsion à hélice et 3, le blindage. La Gloire clôt 3 siècles de domination de la marine à voile. Commence alors l'ère des cuirassés. Ces seigneurs d'acier vont régner sur les mers jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. La Gloire est un navire de guerre imposant de presque 78 mètres de long et 17 mètres de large. Mais c'est surtout un navire très lourd, 5630 tonnes. En cause, son blindage. Sur sa coque en bois sont rivées des plaques de fer forgé de 11 cm d'épaisseur. Elles ceinturent le navire au niveau de sa ligne de flottaison. Ces plaques entraînent un surpoids de 844 tonnes. Dupuy de Laume est obligé d'alléger le navire s'il veut conserver ses qualités nautiques. Dupuy de Laume, lui, cherche à gagner du poids. Et du coup, on va avoir une disparition de ces gaillards avant, gaillards arrière. Et en fait, un pont continu avec tous les canons qui sont en batterie sous un pont cuirassé. C'était normalement
un 2 ponts, mais avec le poids du blindage, il va être obligé de retirer une batterie. C'est pourquoi ça s'appellera une frégate cuirassée. Moins nombreux que sur les navires précédents, les canons sont cependant bien plus puissants. La Gloire est armée de 36 pièces de canon obusier, maintenant capables de s'orienter à près de 180 degrés grâce à un système de rails. Côté propulsion, en plus des voiles, le navire est équipé d'une machine à vapeur qui développe plus de 2500 chevaux. Puissamment motorisé et allégé, le cuirassé atteint la vitesse élevée de 13 nœuds, soit 25 km/h. Ce premier cuirassé au monde est la synthèse réussie entre les batteries flottantes et le navire de ligne. Aujourd'hui, le défi reste entier pour trouver l'équilibre idéal entre blindage et qualité nautique. Un blindage, c'est gros, c'est lourd, et donc ça impacte sa vitesse, son autonomie. Donc tout est une affaire de compromis. On va effectivement blinder les parties les plus sensibles de la frégate. On ne pourra pas blinder, comme c'était le cas autrefois sur des navires plus anciens, la totalité du bateau. Les frégates de dernière génération bénéficient d'un blindage allégé. Elles restent pourtant des navires incroyablement résistants. Ceci est dû à leur conception technique innovante. La frégate frame, elle est séparée en deux. Et vous avez quasiment deux frégates, une sur l'avant et une sur l'arrière. Et entre ces deux parties du bateau, une double cloison qui vraiment isole l'avant de l'arrière. Si un missile impacte l'avant, par exemple, eh bien, on retrouvera exactement les mêmes systèmes à l'arrière et le bateau pourra continuer, dans une certaine mesure, à poursuivre le combat. Cette incroyable résistance des navires d'aujourd'hui est un héritage du 19e siècle. En cette fin 19e, le cuirassé est devenu le capital ship des marines. Le capital ship, c'est le bâtiment autour duquel toute la flotte est organisée. En fait, toute la flotte est faite pour mettre ce bâtiment en avant, puisqu'en fait, l'idée qu'on se fait de la guerre navale, c'est que la guerre se jouera sur mer lors d'une bataille décisive. Et que de cet affrontement, en fait, va dépendre donc, le vainqueur, et le vainqueur pourra maîtriser la mer. Pour remporter la bataille décisive, les marines de guerre se livrent une course technologique qui oppose la cuirasse et le canon, le bouclier et l'épée. Les canons deviennent de plus en plus gros. On va avoir des canons absolument monstrueux qui vont pouvoir tirer 2-3 fois toutes les 15 minutes. Parallèlement, on va accroître la protection. L'acier remplace le fer forgé et l'épaisseur des plaques est multipliée par 5. Le blindage atteint 1/3 du poids total du navire. Problème, ces cuirassés trop lourds sont de moins en moins rapides et manœuvrants. Donc une des solutions, c'est de ne plus les cuirasser tout le long du bord, mais de cuirasser que les parties vitales, de réduire le nombre de pièces, 2, parfois 4, qu'on va installer autour d'un espèce de château fort. Bien là, ça va être au centre, on va avoir un espèce de blocos, de donjon à la sauce industrielle. Sur le pont, les pièces d'artillerie sont d'abord protégées derrière un mur blindé, puis intégrées dans une tourelle orientable. Cette technologie mise au point par les Anglais en 1869 révolutionne le navire de guerre. L'invention de la tourelle, c'est une révolution dans la construction des bateaux, qui va d'ailleurs faire changer complètement l'apparence des plateformes. Dès 1879, les canons remontent sur le pont et les sabords disparaissent. La forme des navires de guerre français s'approche de celle du navire moderne. Tous les ingrédients sont réunis pour l'arrivée d'un nouveau type de navire. Mais cette fois-ci, la révolution ne vient pas de France, mais d'Angleterre, qui construit en 1905 le Dreadnought. En français, celui qui ne redoute rien. Quand le Dreadnought entre en service, tous les cuirassés qui existaient sont baptisés des pré-Dreadnought, pour bien montrer qu'effectivement il y a une rupture très importante entre les bâtiments qui existaient et ce Dreadnought. Et ce qui révolutionne véritablement, c'est l'alliance entre ce bâtiment qui est propulsé par des turbines, donc qui va vite, qui est très protégé et qui possède une artillerie principale monocalibre, avec un calibre très important.
Les Anglais ont compris avant tout le monde que l'époque est au All Big Gun, que l'on pourrait traduire par « que des canons géants », avec une portée de 22 km. L'intérêt est d'engager l'ennemi le plus loin possible avec une puissance de feu maximale. Le but est de lutter contre une menace mortelle, la torpille. Alors, la torpille, au départ, c'est vraiment du bricolage, du tâtonnement. Au bout d'un bâton, on met une petite charge explosive sur une chaloupe et on va s'approcher d'un gros bateau, d'une grosse unité, pour la faire exploser. Cette arme rudimentaire va être rapidement améliorée. En 1864, l'ingénieur anglais Robert Whitehead équipe d'un moteur de long tube dans lesquels sont placées une charge explosive. Indétectable, la torpille évolue au ras de l'eau et explose sous le blindage du cuirassé. Et cette menace, elle va être concrétisée, radicalisée, démultipliée dans les années 1870 avec l'apparition du torpilleur. Le torpilleur, c'est un ennemi mortel potentiellement pour le cuirassé. C'est un petit bateau qui va avoir 2, parfois 4 tubes lance-torpilles, qui va être très rapide, très bas sur l'eau, petite coque, et qui va s'approcher à grande vitesse des navires cuirassés, lancer ses torpilles et disparaître. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'à l'époque, les torpilles, on ne sait pas les guider. Donc, elles doivent être lancées dans la bonne direction. Et donc, le torpilleur doit, pendant un certain temps, s'aligner pour que sa torpille parte dans la bonne direction et y reste. Le faible rayon d'action des premières torpilles oblige les navires torpilleurs à s'approcher de la cible. Ils s'exposent alors au canon du Dreadnought. Dès 1910, des tourelles entièrement automatiques vont augmenter considérablement les cadences de tir. L'obus placé sur un petit chariot élévateur avec les gargousses, le sac de poudre, est transporté en haut de la tourelle et introduit dans le fût du canon. Cette opération est réalisée en moins d'1 minute. Ces tourelles équipent les cuirassés français à partir de 1911. Un autre changement important mais invisible a lieu au niveau de la propulsion. Ces questions de propulsion restent centrales avec une évolution majeure. Tout d'abord, le passage du charbon au mazout pendant la Première Guerre mondiale à l'initiative de la Royal Navy. Ça apporte d'abord la capacité de faire de nouvelles machines plus performantes, dont des moteurs diesel. Et ça apporte également une capacité plus rapide à ravitailler. Le ravitaillement au charbon était une corvée abominable qui va être simplifiée par le passage au mazout. Le cuirassé ne cesse de se transformer pour conserver sa suprématie jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une sorte de course aussi au gigantisme naval. Les bâtiments sont de plus en plus lourds, de plus en plus imposants, et donc forcément, pour pouvoir les propulser, il faut des chaudières qui soient capables d'amener suffisamment de puissance pour pouvoir amener le bateau à cette vitesse-là. En 1939, la France arme son plus imposant navire de guerre, un cuirassé de 264 mètres de long et 37 000 tonnes, le Richelieu. Forteresse flottante, navire de bataille dans toute l'acception du terme. Le cuirassé abrite sous les plus épaisses cuirasses l'artillerie la plus puissante. Il doit faire front à tous les assauts et décider du destin du combat. Le navire est équipé des plus gros canons jamais construits par la France, de 380 mm de diamètre. Il faut imaginer un canon de 380 mm, c'est un canon qui est capable de tirer un projectile qui fait à peu près 1 tonne, en l'envoyant à peu près 900 km/h au départ, toutes les minutes 30, toutes les 2 minutes. Les bateaux qui s'affrontent en fait, vont s'éloigner de plus en plus. Entre le tout début du XXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, la portée de l'artillerie navale est multipliée quasiment par 6. Et donc ça permet aux bâtiments en fait, de s'affronter de plus en plus loin. Mais la Seconde Guerre mondiale sonne la fin de ces colosses. Avec leurs défenses aériennes sous-dimensionnées, ils sont incapables de résister à la puissance de feu de l'avion.
À Pearl Harbor, la flotte américaine est décimée par l'aviation japonaise, partie des porte-avions quelques heures avant. Avec l'avion par la suite, là, on s'affranchit en fait de la question de la portée. Et en fait, ce qui va faire la capacité des bâtiments ou l'allonge des bâtiments, c'est en fait l'autonomie des avions. Et donc, on va s'affronter sur des distances qui, là, pour le coup, dépassent très largement ce que les bâtiments étaient capables de faire jusqu'à présent. À la fin du conflit, les cuirassés sont détrônés par le porte-avions qui devient le Capital Ship. Mais qu'en sera-t-il du navire de guerre de demain ? Il y a un vrai défi à concevoir et dessiner un navire pour les 50 ans à venir. Il faut du temps avant qu'une idée puisse être mise en œuvre, mais surtout qu'un système d'armes soit capable d'opérer au sein d'un ensemble de systèmes d'armes. Et du coup, la marine, c'est le temps long. À la fois navire et plateforme de tir, le bâtiment de guerre est l'un des outils technologiques les plus complexes jamais conçus. Galères, vaisseaux de 74 canons ou cuirassés ont marqué l'histoire de la France. Le porte-avions Charles de Gaulle et les frégates en sont les dignes héritiers. Hier, l'affrontement se faisait au corps à corps. Aujourd'hui, grâce aux missiles et aux avions de combat, on détruit une cible à des milliers de kilomètres. Cette évolution incroyable n'est pas prête de s'arrêter. Déjà, ingénieurs et militaires conçoivent les navires de guerre de demain.